Nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan. C'est reparti pour un épisode de 40 nuances de Next. Il est jeune, il est entrepreneur, il est à la tête de Content Square, la nouvelle licorne du Next 40. J'ai le plaisir de retrouver Olivier Mathieu. Ravi de vous retrouver également. Donc c'est le deuxième volet dédié à Jonathan Cherki. Le premier, c'était celui sur le pan du business, de la start-up devenue scale-up Content Square. Et maintenant, nous allons faire passer Jonathan sur le canapé. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous ? Donc allonge-toi, détends-toi, ferme les yeux et parle-nous de ton enfance. Ce qu'on aime bien avec Olivier, c'est découvrir ce qui a forgé en fait les caractères, les hommes, les états d'esprit, enfin les hommes et les femmes, derrière les boîtes qu'on peut présenter dans 40 nuances de Next. Et on aimerait savoir ce que tu gardes de ta vie et ce qui t'a construit. Alors là, je vais le dire. Tu peux dire que c'est une bonne question. Non, mais là, je vais le dire. C'est une question qui me touche et qui me parle. Alors, vous savez, moi, j'ai grandi à Marseille et j'ai grandi dans une famille d'entrepreneurs. Mon grand-père a créé, il y a 70 ans, une entreprise d'import-export de légumes secs. Légumes secs, c'est pois chiches, pois cassés, haricots secs, lentilles, riz. Mon père travaillait avec mon grand-père, mon frère travaillait avec mon père. Donc, quelque part, j'aurais dû rejoindre le giron familial. Et j'adorais les maths, j'adorais les stats. Dans le cadre de l'incubateur, j'ai démarré à l'ESSEC. Je suis monté à Paris pour faire mes études. Et dans le cadre de l'incubateur d'entreprise de l'ESSEC, j'ai démarré sur un projet d'étudiant qui s'est transformé en projet de vie. Donc, je me dis parfois que indirectement, le fait d'avoir grandi dans ce contexte entrepreneurial m'a peut-être guidé vers cette aventure. Moi qui, passionné de mathématiques, me voyais plutôt être trader. Au quotidien, j'ai la chance d'avoir une super famille qui m'inspire. Ma femme qui est quelqu'un d'extraordinaire, qui me tempère et qui me permet de continuer à bien fonctionner, qui m'enlève tout un autre type de soucis. J'ai deux petits garçons qui me donnent une force incroyable. J'ai au quotidien des gens très créatifs dans la société qui m'entourent, qui construisent le produit, qui m'amènent à réfléchir. Et je dirais que peut-être que quand j'étais petit, je suis tombé dans une soupe qui donnait trop d'énergie. Donc mon enjeu parfois est de la canaliser. J'ai toujours été très passionné. Je disais tout à l'heure que j'ai des rêves immenses et j'ai toujours cru au fond de moi que quand on veut réaliser ses rêves avec beaucoup de résilience, sans jamais abandonner, ces rêves, on peut les réaliser. J'aime dire en anglais « Where there is a will, there is a way » ou en espagnol « Querer es poder ». D'ailleurs, un de mes rêves qui m'a conduit à mon enfance, qui est à Marseille, c'est que j'adore le foot. J'ai été au stade Vélodrome. Je ne sais pas si Olivier, tu as eu ce plaisir-là depuis que tu vis à Marseille. Bien sûr, dans la culture marseillaise, c'est pas possible de passer à côté de ça. On peut pas. Donc un de mes rêves, à défaut d'avoir le talent pour pouvoir être footballeur professionnel, ça sera plus tard de pouvoir acheter l'OM et de vivre aussi cette passion sportive au cœur de ce club-là. Alors je ne sais pas si c'est une ambition trop grande, mais en tout cas. C'est un de mes leitmotifs de vie. À propos des rêves, Thomas le sait, moi j'adore les citations, donc je vous en propose une parce qu'elle s'adapte bien à ce que tu racontes et on avait cette allusion à Martin Luther King, mais c'est une citation de Paul Valéry, donc grand écrivain et poète français. La meilleure façon de réaliser ses rêves est de se réveiller. J'aime bien cette réflexion qui consiste à dire que oui, effectivement, il faut rêver, mais quand on est entrepreneur, on est quand même aussi dans l'action. Et ce que j'aime dans ce que tu racontes, c'est une assez bonne conciliation de ces deux aspects-là. C'est-à-dire parfois on dit un peu zoom avant, zoom arrière pour l'entrepreneur. On doit être les mains dedans, les chiffres, le management, etc. Et puis il faut aussi relever la tête du guidon. Et il y a souvent une question un peu philosophique qu'on se pose avec Thomas, mais là tu as déjà répondu. C'est est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient ? Alors toi tu es né dans une famille d'entrepreneurs, donc ça c'était très clair. Même si tu aimais bien les mathématiques, etc. Pour autant, si on essaie d'approfondir un peu dans cette rubrique sur le canapé, donc on n'est pas des psychanalystes, on n'arrivera pas à être aussi bon que dans un film de Woody Allen, mais malgré tout, moi ce que je me demande c'est c'est qu'est-ce que tu as vraiment appris à un moment donné ou qu'est-ce qui peut faire la différence, qu'est-ce qui fait qu'on devient Jonathan Cherki ? Est-ce que c'est une rencontre en particulier ? Est-ce que c'est quelqu'un qui t'a dit quelque chose ou quelques leçons comme ça que toi ensuite à ton tour tu pourrais donner à tes enfants que tu as cités
et qui serait un peu leur bagage essentiel? Écoute, je vais te répondre un peu avec transparence. Dans mon éducation, on m'a toujours poussé à être le meilleur. On me demandait même c'était quoi la note du deuxième. Et du coup, je le vivais, étant enfant, comme quelque chose de fort où je ne pouvais pas considérer autre chose que d'être le meilleur dans tout ce que je faisais. Mais ça vaut pas que pour l'école, ça vaut dans toutes les activités que je peux réaliser. Et il y a cette culture de la gagne, cette culture du dépassement qui a toujours compté pour moi. Et c'est finalement un des ingrédients que j'ai essayé de mettre au quotidien dans ma vie professionnelle. Alors après, Ce qui est vrai, je t'interromps, Jonathan. Excuse-moi, je t'interromps, Jonathan, parce que très souvent, quand on entend ça, on se dit bon, alors je dis ça en toute gentillesse, on peut dire tiens, c'est un peu du bullshit, l'envie de gagner, etc. Et je dis ça avec bienveillance, parce que la réalité, c'est que moi, bon, bah, je fréquente pas mal d'entrepreneurs, j'entreprends moi-même, et je le dis aussi pour nos auditeurs, c'est que très souvent, les entrepreneurs ont ce discours optimiste, et parfois, ça paraît caricatural quand on est en France, aux États-Unis, on a l'habitude d'entendre ça, qui est effectivement la culture du succès, de la réussite. Et parfois même, quand on avait eu Pascal Gauthier là, de Ledger, il nous disait que son père lui avait dit que seul le résultat compte. Et quand un père dit ça à un gamin, en fait, c'est très très dur. Parce que le gamin a pu faire des efforts. Et s'il n'a pas réussi, on lui dit, bah, écoute, seul le résultat compte. C'est quelque chose de dur. Et c'est vrai dans la compétition. Dans la compétition, tu gagnes ou tu gagnes pas, en gros, à la fin. Donc c'est quelque chose qui est important de préciser, que je pense on peut essayer de développer en France. D'ailleurs, c'est l'objectif aussi de 40 nuances de Next, c'est dire que vous êtes des champions, et donc en tant que champion, vous avez aussi envie de gagner. Alors on peut avoir un rêve d'un côté, on peut avoir l'esprit de compétition. Je sais qu'il faut aussi avoir l'esprit comptable et mathématique, parce qu'on parle beaucoup de chiffres. Et voilà, je disais ça parce que quand on t'entend parler, pour certains Français, on va dire il est un peu caricatural, il vit à New York, il est dans le discours américain. Et moi, je veux dire qu'on a envie aussi que ce discours soit assumé en France, parce que c'est le discours de l'ambition et de la gagne. Ça ne veut pas dire qu'on doit gagner en écrasant les autres, mais qu'on n'a pas envie de laisser tomber, quoi. Ce que tu dis, Olivier, c'est d'accord, ouais. C'est intéressant, mais la notion de réussite, c'est propre à chacun. On peut aussi être ambitieux en perso. Je sais que pour beaucoup de gens, on peut se dire mais c'est génial, c'est extraordinaire, il a réussi. Mais moi, à mes yeux, j'ai pas du tout réussi. Moi, à mes yeux, il me reste encore beaucoup de choses à accomplir pour pouvoir me dire que le succès est vraiment là. C'est peut-être une question de perspective, mais si vous demandez vraiment mon approche à moi, mon ressenti à moi, je considère que j'ai encore énormément de choses à apprendre et à réaliser. Il y a un autre truc qui est important pour moi, c'est l'apprentissage. Eh ben, tu nous fais une très belle transition. On a une question d'un proche à toi. Juste avant de la lancer, ma question justement, quand tu dis j'ai pas encore réussi, tu parles de Content Square ou tu parles plus globalement parce que tu es ambitieux pour toi, pour ta famille, pour tes projets, pour le monde? Je parle des différents sujets, mais même de Content Square. En fait, je considère que Content Square est à ses prémices et à ses débuts et qu'il y a encore énormément d'étapes à aller franchir. Donc, je le vois comme une évolution, mais de mon regard. Moi, Jonathan, je le dis vraiment sans être hautain. Et je sais que ça peut être perçu différemment. Peut-être que de regard de beaucoup de gens, on peut se dire, mais c'est extraordinaire, tu t'en rends pas compte. Certes, peut-être que c'est le cas, mais à mes yeux, c'est pas encore extraordinaire. Il y a encore beaucoup de chemin à aller réaliser. Et tant que je prends énormément de plaisir, tant que je découvre, tant que j'apprends, j'y mettrai le même engagement et la même volonté féroce de dépasser les limites. On prend un rendez-vous avec l'avenir. Jonathan, à quel moment tu te diras « ça y est, j'ai réussi » Est-ce qu'il y aura un moment ou est-ce que finalement il y a toujours un moyen d'aller plus loin? C'est une question philosophique. Mais on aime bien. Je vois ça. Je ne sais pas si on est assouvi en termes d'apprentissage ou de développement. Mais je dirais que peut-être qu'arrive à des moments dans la vie où on a moins de plaisir à faire ce qu'on fait et qu'il faut faire autre chose. On vit des moments difficiles au quotidien, il ne faut pas croire, mais moi, à titre perso, je m'éclate. Je m'éclate parce que j'ai des gens géniaux. Vous savez, je suis parti vivre aux États-Unis, j'ai un garçon qui est né là-bas, on a racheté nos premières sociétés. Je suis récemment parti en Asie pour un peu mieux comprendre ce monde et lancer nos activités. J'apprends en fait au quotidien et j'espère garder cette soif intacte de découverte, d'apprentissage
pour toujours continuer à garder le même plaisir. Et je voulais peut-être moi prolonger cette réflexion parce qu'on parle donc en quelque sorte de l'insatisfaction de Jonathan Cherki et peut-être même Je suis plutôt satisfait en général. Non, mais une forme d'insatisfaction positive. Ouais, non, mais on voit bien que tu es positive et la façon dont on parle, ça c'est très très clair à travers tes mots et même ton intonation. Hein, le caractère passe aussi à travers la radio et c'est ce qu'on aime beaucoup d'ailleurs dans le média podcast. Mais je trouve aussi qu'il y a un sujet un peu tabou en France qui est celui de l'argent. Et je te pose la question, tu as le droit de l'éviter, de botter en touche, mais dans quelle mesure c'est un ressort pour toi? Parce qu'on peut dire on n'est jamais satisfait, aussi parce qu'on veut gagner plus d'argent, et c'est quelque chose qui existe dans les startups, hein, puisqu'on fait des levées de fonds, et puis après, des investisseurs, ils sont là quand même pour avoir un taux de rendement de leur investissement. Donc il y a ce qu'on appelle un exit, hein, une sortie des investisseurs, tout ou partie, une introduction en bourse, une acquisition par un industriel qui permet de réaliser des plus-values et de gagner de l'argent. Est-ce que ça c'est un ressort important pour toi? Et on peut assumer que c'est un ressort important, mais dans quelle mesure on peut considérer qu'on a aussi acquis la fortune ou l'argent qui était nécessaire pour satisfaire peut-être sa vie familiale, des ambitions? Est-ce que c'est acheter un bateau? Est-ce que c'est faire le bien autour de soi? Est-ce que c'est matériel ou immatériel? Est-ce que ça compte pour toi? Alors, que vous me croyez ou pas, l'argent, ça n'a jamais été un ressort dans ma vie. Peut-être que c'est parce que j'ai eu la chance de manquer de rien quand j'étais petit, mais aujourd'hui, ça me pousse pas. En fait, ce qui me pousse aujourd'hui, c'est ni le pouvoir d'ailleurs, c'est pas ce qui m'attire, mais c'est vraiment le dépassement de soi. C'est la gagne, c'est d'aller chercher toujours plus loin, c'est de découvrir. Et c'est sûr que c'est plus simple à dire dans ma position aujourd'hui que dans celle où d'autres peuvent être, mais c'est la réalité. Et ça vaut pour n'importe quelle des activités que je vais pouvoir réaliser. Donc ça n'a jamais été un levier pour moi. Bien sûr, l'argent, ça aide au quotidien, ça permet de vivre dans des meilleures conditions, ça permet de faire plein de choses, ça permet de supporter des initiatives, mais ça n'a jamais été un levier pour moi et j'espère que ça le deviendra pas. Alors, on annonçait une question tout à l'heure, donc je propose, Thomas, peut-être ça me semble être le bon timing qui justement parle un petit peu du progrès, de l'apprentissage, etc. Vous avez un message. Bonjour John, j'ai eu la chance de t'accompagner depuis 2015, notamment sur quelques recrutements clés, et tu m'as toujours impressionné par ta capacité de travail, et surtout ta capacité de travail sur toi, et ta capacité d'apprentissage. Et en même temps, tu n'as jamais perdu un certain équilibre de vie. Alors tu sais passer du compétiteur individuel qui tire tout le monde à ce compétiteur collectif qui crée l'effet de levier, comme les meilleurs joueurs de foot, ton sport préféré, hein, me semble-t-il. Et puis tu sais choisir tes équipiers, et c'est un élément qui a été clé. Tu as su rajouter à ta culture de fonceur une très forte capacité d'écoute, et tu sais te mettre à fond sur n'importe quel sujet afin de les maîtriser pour mieux les déléguer. Et surtout, tu n'as jamais évolué, mais tu as toujours évolué, mais tu n'as jamais perdu tes rêves ni tes objectifs. Et pour avoir accompagné quelques personnes de scale-up, il me semble que cette capacité à évoluer chez toi est extrêmement forte, et je voudrais savoir d'où ça vient. Est-ce que tu crois que c'est ton enfance? Est-ce que c'est ta capacité à avoir un objectif extrêmement clair? D'où est-ce que tu penses que ça vient? Et une fois que tu m'auras répondu sur cette question-là, est-ce que tu peux me dire aussi quel est le sujet de demain d'apprentissage et de développement personnel? Merci Franck, je suis ravi de t'entendre. Franck Pasquet, pour vous donner un peu de contexte, c'est le patron d'une société de recrutement et de chasseurs de tête qui s'appelle Aroman, et qui est un mec génial qui, à mon avis, a beaucoup de compréhension de l'humain, qui m'a permis de recruter en fait les bonnes personnes qui collaient bien avec les valeurs de l'entreprise, collaient bien avec moi. Et c'est un des acteurs clés aussi dans l'histoire du développement de Content Square. Écoute, je dirais plusieurs choses. Déjà, vous savez, quand on se lance dans quelque chose où on n'y connaît rien, on met énormément d'énergie, on met énormément de travail. Et la culture du travail, c'est quelque chose que j'ai reçu dans mon éducation, très forte. Pas uniquement du fait que j'ai grandi dans un monde entrepreneurial, mais aussi de par l'éducation que m'a donnée ma mère, qui me poussait vers la perfection et qui m'a beaucoup suivi étant petit dans mon travail, même si parfois je n'avais pas besoin de ça, et qui me poussait à être vraiment parfait dans tout ce que je faisais scolairement parlant. Ensuite, j'ai pris conscience,
fait très tôt qu'il y avait des gens qui étaient bien meilleurs que moi dans leur domaine. Et que la seule manière de grandir pour pouvoir assouvir ses ambitions, c'était de s'entourer de ces gens-là qui étaient bien plus extraordinaires que moi dans leur domaine. D'apprendre d'eux, de les mettre dans une situation où eux aussi puissent donner la pleine possibilité de leur potentiel. Donc au quotidien, en fait, je m'enrichis d'eux. Et on aime à dire qu'on s'enrichit de ses amis ou des gens qu'on côtoie au quotidien, mais c'est vrai. Moi, chaque jour, quand j'échange avec ces gens-là, je me dis « Ah, bah, super, il y a ce truc-là à apprendre. » Et puis, je suis curieux, donc j'aime bien découvrir les nouvelles choses sans aller jusqu'à les maîtriser parfaitement, mais en tout cas, d'avoir suffisamment de substance pour pouvoir comprendre le sujet auquel je me réfère. Quand on parle des enjeux de demain, ça va être quoi les enjeux de demain ? On est dans un monde qui est beaucoup plus digital, on est dans un monde qui est beaucoup plus personnalisé, on est dans un monde qui va réinventer le rôle du magasin versus le digital. On voit d'ailleurs apparaître de plus en plus une logique expérientielle dans les magasins. Exemple, on va tester un matelas en magasin, mais on ne peut pas l'acheter et on va le commander ensuite sur Internet. Donc, je pense que les prochaines années vont être hyper excitantes parce qu'elles vont rebattre beaucoup de cartes. Et c'est finalement un axe commun qu'on retrouve dans l'ensemble des crises pour pouvoir faire émerger des nouvelles innovations, des nouvelles idées, des nouveaux champions. Alors c'est amusant, Jonathan, parce qu'avec toi, on voit où est ta passion. Elle est vraiment dans l'innovation business et on te fait parler du perso, mais après tu reviens naturellement au business et c'est assez amusant parce que c'est effectivement, je pense que là où est vraiment toi ta passion, ta façon de décortiquer le monde. Et pourtant, on va pas lâcher l'affaire. Alors je lance une petite rubrique qui va nous permettre. Franck était quelqu'un qui a eu l'impact professionnel et absolument. Et personnel. Non, mais il avait posé une très bonne question. Et là, je te propose de rentrer dans une petite rubrique qui nous permettra aussi de mieux comprendre en dehors du business qui est et comment s'inspire Jonathan. Ça marche. S'inspirer. Respirer. Parce que c'est vrai qu'un entrepreneur, c'est aussi un citoyen, c'est aussi un consommateur, c'est aussi un lecteur, un consommateur de moments sportifs ou de moments culturels. Et c'est intéressant de voir comment tu trouves cet équilibre. Alors, tu as beaucoup parlé de ta famille, pour le coup, hein, effectivement, en citant tes aïeux, jusqu'à tes grands-parents, parents et aussi tes descendants. Donc ça, on comprend l'importance de cet équilibre familial. Est-ce qu'il y a d'autres moments, est-ce qu'ils sont culturels, sportifs, en dehors de l'amateur de foot que tu es, mais des moments qui peuvent être des trucs que tu pourrais partager aussi, ou est-ce que ça peut être des lectures, est-ce que c'est des musiques, est-ce que c'est autre chose? Ça nous permet nous finalement d'avoir un regard un peu différent quand tu sors de ton bureau. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, il y a plein de choses. Déjà, j'adore faire la fête, même si je suis pas un passionné de musique. Je dois dire, si je regarde, je commence à petit à m'ouvrir à la musique, mais si on regardait dans mon téléphone, je crois que j'avais une dizaine de musiques, ce qui est pas très commun. J'adore faire du sport, du foot, du tennis, du squash, courir, et ça va bien dans cette logique aussi de gagne dont on parlait. J'aime bien faire la compète aussi dans les sports. La famille a eu une importance très forte pour moi, donc j'essaye souvent d'être entouré les week-ends ou les soirs, de voir des amis, de la famille, des proches. C'est très important pour moi. J'essaye de continuer à être curieux. Je lis pas beaucoup de livres, mais en revanche, j'essaye de m'informer énormément sur pas mal de sujets. Souvent, je démarre ma journée par une demi-heure, 1 heure de balade sur les derniers sujets d'actualité, des sujets que j'aimerais creuser. Et on a la chance d'avoir un média comme Internet qui nous permet d'assouvir le savoir assez rapidement. Est-ce qu'il y a des sites ou des portails que tu recommandes, ou des lectures ou des médias? Est-ce que passant de la France à New York, tu as aussi changé ta façon de t'informer, de te documenter, etc.? Je suis resté assez français dans cette approche. Comme le siège de la société, d'ailleurs en France, en parenthèse, j'ai pas eu l'occasion de le préciser, mais moi, je suis resté encore très français dans mon quotidien, dans mes lectures, dans les journaux que je continue à lire, que ce soit Le Figaro, Les Échos, qui sont un des portails d'information que je peux consulter régulièrement.
Donc, j'ai gardé cet ancrage quelque part français et j'essaye de faire en sorte que mes enfants aussi, bien qu'évoluant au quotidien dans un monde américain, ils sont même dans une école américaine, ils ne sont pas dans une école française. On les a jetés directement, entre guillemets, si on peut utiliser le mot jeter, dans un environnement nouveau. Pour eux, c'est important pour moi de garder cet ancrage-là. Il y a des moments où tu prends du recul, tu te retires, tu te mets au vert? Pas assez, quelque part. Et il faudrait que je le fasse un petit peu plus. Ce qui est marrant, c'est que récemment, j'ai dit, je vais me prendre mon mercredi après-midi pour pouvoir un peu plus réfléchir, penser. Et en fait, en général, je le remplis de rendez-vous alors que je l'avais vidé au départ. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que je fasse plus parce que je pense que la prise de recul, le temps de la réflexion, la mise en contexte, elle apporte aussi de la valeur sur son bien-être aussi et sur les idées qu'on peut apporter au quotidien. Donc c'est un truc que j'aimerais réussir à faire plus. Ça passe par une meilleure organisation, ça passe par déléguer plus. Et ce qui est marrant, c'est qu'on voit que souvent quand l'entreprise grandit, on peut se dire allez, c'est super, il y a cette personne qui va gérer ça, je vais avoir un peu plus de temps. Et en fait, il y a de nouveaux enjeux qui apparaissent et qui vous bouffent une bonne partie du quotidien. En tout cas, ce que j'essaye de faire, c'est que le soir, quand je rentre à la maison, j'arrive vraiment à déconnecter. Et ça marche? Ça marche. Ça marche absolument bien pour moi. Je travaille pas bien d'ailleurs en général quand les quelques fois où j'ai dû travailler le soir. Mais quand je rentre à la maison, déjà j'y arrive avec le même niveau d'énergie en me disant ma famille elle mérite que j'ai le même niveau de patate, même si on a eu une journée qui a pu être éprouvante ou harassante. Donc quand je passe le pas de la porte, j'ai envie de leur partager ces valeurs-là. Donc je remets une dose d'énergie et j'essaye de couper complètement. Et ma femme, mes enfants, les amis apportent ça énormément et quelque part, à mon avis, sur une bonne dose d'équilibre. Et j'essaye de faire la même chose les week-ends. En revanche, du coup, la semaine, j'envoie la dose d'énergie pour me concentrer pleinement au travail. Le rythme américain étant différent du rythme français, j'ai plutôt, aux États-Unis, on mange plutôt vers 6h30, 7h. Alors qu'en France, ça va être plutôt vers 8h30, 9h. Donc ça me permet de pouvoir coucher mes enfants et de passer un peu plus de temps avec ma famille, ce qui me va bien. J'ai une question. Ils savent ce que tu fais, tes enfants, ils comprennent ton métier. Tu leur racontes quoi de ta vie d'entrepreneur? Il n'y a pas que tes grands-parents qui ne comprennent pas ce qu'on fait. Parce que ni mes enfants, ni pas mal de gens autour de moi, finalement, comprennent vraiment ce qu'on fait. Mes enfants, ils me disent que je travaille dans l'ordinateur. Parfois, ils croient que je répare les ordinateurs. Ils auront tout le temps pour pouvoir découvrir. Ils sont encore petits, 6 ans et 3 ans, pour pouvoir appréhender cela. Et si à l'école, on leur demande quel est le métier de ton papa, qu'est-ce qu'ils vont remplir sur le formulaire? Ils vont remplir réparateur d'ordinateur, chef d'entreprise, ils vont remplir ce qu'ils ont envie de remplir quelque part là-dessus, mais entrepreneur, peut-être, quelque part. En tous les cas, il y a aussi un petit moment parce qu'on. Mais ils sont pas encore en capacité de dire ça bientôt. Même si je pense qu'un de mes garçons a la même passion des chiffres que ce que je peux avoir. Ah bah ça peut être les prémices de nouvelles études scientifiques et techniques pour aller dans le monde d'après. Est-ce que juste en petite parenthèse humoristique, donc on a compris que tu étais à New York et on est très content d'avoir notre premier entrepreneur 40 nuances de Next qui est aussi loin. Mais en même temps, tu nous as rassuré sur tes racines françaises et sur le fait que tu restais très français et même très ancré dans le sud de la France. Et on avait promis qu'on aurait un petit moment de quelques phrases en anglais pour assumer le charming French accent. Alors, est-ce que ça serait pas le moment de nous dire quelques mots en anglais? Tu sais quoi? D'ailleurs, souvent, comme grammaticalement parlant, j'ai souvent l'anglais est plutôt bien. C'est plus en termes d'accent. Et j'ai appris plein de proverbes que je peux pouvoir ressortir à souhait. Life is not a bowl of cherries. La vie n'est pas un long fleuve tranquille. Je te disais tout à l'heure, peut-être mon proverbe préféré dans la vie. Where there is a will, there is a way. You can't have the cake and eat it. Bon, voilà quelques petits proverbes. Et quelque part, au quotidien, le fait de vivre aux États-Unis, c'est venu améliorer mon anglais. Mais je continue à cultiver cette French touch, parce qu'ils aiment bien les Français aussi ici, hein. C'est souvent charmant, par contre, c'est charmant que la première heure. Et je dirais que peut-être qu'ils comprennent juste 70 à 80% de ce que je fais. C'est pour ça qu'on a
logiciel qui est très visuel pour pouvoir expliquer aux gens la puissance de ce que peut apporter Content Square. Jonathan, on te propose d'enchaîner avec notre rubrique La claque. Attention, bon, ça fait pas vraiment mal. Waouh! On se demande dans ce beau parcours que tu as pu avoir avec Content Square, parce que comme tu l'as dit, hein, la vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Quelle a été la claque qui d'ailleurs est peut-être aussi personnelle, mais qui t'a fait changer, qui t'a fait repenser ton monde, ta vie et peut-être la vision que tu peux avoir? Pour réagir à ça, ça va un peu dans le sens de ce que j'ai dit en préambule suite à une des questions qu'on a reçues. J'aimerais bien te dire que j'ai eu une grosse claque, et voilà la claque, et voilà ce que j'ai appris. Mais la réalité, c'est que j'ai eu une chance super, c'est que j'ai pas reçu des très grosses claques qui m'auraient permis d'appréhender un monde nouveau. J'ai reçu plein de claquounettes. J'en reçois tous les jours, des petites claques par-ci, par-là, sur tel ou tel sujet. Mais j'en ai pas marquantes qui m'ont fait tellement mal que j'ai pensé différemment. Donc, j'espère avoir la chance de ne pas m'en prendre encore des fatales, mais je vais continuer à accepter de m'en prendre des petites plein la gueule tous les jours pour pouvoir aller dans le bon sens. Eh bien, dans ce cas-là, je te propose d'arriver au moment où tu as carte blanche complète pour t'adresser à tous les auditeurs de 40 nuances de Next. Quel que soit le sujet, ça peut même être le rapport de sciences naturelles que tu avais fait en 3e et qui a échappé à la postérité. Tu as, comme le nom de cette rubrique l'indique, complètement carte blanche. On lance le jingle et on t'écoute. Et tu peux le faire en anglais ou en français. Ne me tente pas, Olivier. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Alors moi, j'ai un sujet qui me tient à cœur. On en a rapidement parlé tout à l'heure, mais je pense que la France a des atouts, qu'elle est en train de se décomplexer sur pas mal de sujets, et qui a les moyens de faire émerger des leaders mondiaux français. D'ailleurs, j'en profite pour remercier des gens qui nous ont beaucoup aidés. Je pense à Cédrico, Pascal Cagny, tout le travail mené par leurs équipes pour encourager l'innovation. Pascal Cagny de Business France. Oui, et Cédric Haut du gouvernement, côté numérique. Nous, on a eu la chance de pouvoir bénéficier de cet encouragement à l'innovation. On a été invités au World Economic Forum qui nous ont permis de faire des rencontres extraordinaires. Le Next 40, super initiative qui permet de mettre en lumière des sociétés comme Content Square. Et ça amène à réfléchir aussi sur comment on rend ça. Moi, je sais qu'à titre personnel, j'ai pas passé beaucoup de temps avec les startups. Je me suis beaucoup concentré sur le développement de notre activité, passé beaucoup de temps avec les clients et avec les partenaires. Mais je pense que c'est important de trouver un petit peu plus de temps pour rendre ça, pour faire des partages d'expériences, pour soutenir les gens. Exemple, une initiative qu'on va lancer bientôt, c'est la création d'un incubateur chez Content Square pour pouvoir aider encore plus ces startups à se développer et leur partager de l'expertise, de la technologie, du savoir. Et je me sens un peu plus redevable de tout ce support parce qu'on n'arrive jamais là seul. Et j'ai pas du tout la prétention de dire que ça soit moi, mes équipes sont des gens fantastiques. Oui, ils le sont. Mais je dirais que aussi on a bénéficié d'un super écosystème autour de nous. Que ça soit tous nos investisseurs que j'adore sincèrement, ou que ce soit tous les gens qui nous ont accompagnés. Merci pour tout ça. Et à mon tour aussi de trouver un petit peu plus de temps pour pouvoir rendre tout ça. Voilà, c'était ma petite carte blanche du matin à New York, qui ne se traduit pas forcément par une carte bleue, hein, surtout, mais qui passe par l'envie de partager plus. Bah écoute, cette envie de partager, forcément, on la partage sans jeu de mots, hein, puisque c'est aussi carrément, je dirais, l'objet ou l'ADN de 40 nuances de Next, c'est de partager l'expérience et de redonner à la fois de l'envie et de l'énergie aux futurs entrepreneurs ou à tous les auditeurs pour qu'ils décryptent mieux les ressorts du succès. Et c'est l'occasion aussi pour toi, maintenant, dans quelque sorte la dernière rubrique de 40 nuances de Next qui t'est dédiée,
justement de donner de la visibilité, de donner un coup de projecteur sur une sista. Alors une sista, tu sais, c'est une entrepreneuse ou une start-upeuse de l'écosystème qui est souvent trop masculin. En anglais, on dirait le gender balance. En français, on dit la mixité. C'est quelque chose qui nous préoccupe aussi. On ne sait pas très bien pourquoi. Culturellement, on a autant d'hommes et aussi peu de femmes dans cet univers d'innovation technologique. Mais en tous les cas, c'est un rubrique Sista qui a également son petit jingle dédié, puisque tu as compris qu'on était fan des jingles. Et donc, je crois que tu as choisi une sista qui s'appelle Marion Ranvier, qui est la patronne d'Adapt Mon Web. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi tu l'as choisie et lui poser une question qu'on lui posera en ton nom? J'ai rencontré Marion il y a quelques mois. J'ai trouvé qu'elle avait une énergie débordante. 2, je trouvais que le sujet qu'elle touchait avait beaucoup de sens. Son job avec sa société Adapt Mon Web, c'est de venir améliorer l'accessibilité des contenus numériques et de l'expérience pour les personnes handicapées ou les malvoyants. Il se trouve que dans la population, il y a 20% des gens qui ont un handicap, qui ont un impact, qui ont une difficulté à lire le contenu digital, et que 70% du contenu en ligne, finalement, n'est pas accessible pour eux. Et ce qu'elle vient apporter, c'est une technologie et une expertise qui vient adapter la visibilité de certains contenus, fonction du type d'handicap qu'on peut avoir, pour faire en sorte que le site web soit consommable par tous. Et pas uniquement par les personnes qui sont dans le cœur de cible pour pouvoir acheter. Mais vu l'importance d'Internet, le fait de le rendre accessible à tous, c'est, je trouve, une cause super. Donc Marion, ma question pour toi, c'est de savoir, c'est quoi ton rêve avec cette aventure et continue de montrer que l'entrepreneuriat, c'est pas uniquement une affaire de mecs. Eh bien, cette question, on va lui poser. Il est temps pour nous, Jonathan, de te remercier pour ce temps et ce partage. On était ravis de découvrir un peu plus en détail la nouvelle licorne du Next 40 et surtout son fondateur. Un grand merci à toi. Merci à vous et Olivier, à très vite à Marseille et à bientôt. Thomas. J'espère qu'on ira voir l'OM ensemble et je rappelle qu'en plus on était entre Paris, Marseille et New York, donc c'était le télépodcast dans toute sa splendeur avec les solutions technologiques de maintenant qui permettent de réaliser des enregistrements à travers le monde et qui illustrent la globalisation mais de manière très positive. Donc merci encore Jonathan pour ton temps et l'inspiration que tu nous as transmise. Et par la magie du montage, nous laissons place à Solène et Marion. Vous venez de l'entendre, la sista qu'a choisi Jonathan Cherki et Marion Ranvier, CEO et fondatrice de Adapt Mon Web. Marion, bonjour. Bonjour Solène. Alors Marion, tu le découvriras quand tu écouteras le podcast, mais Jonathan a brillamment pitché Adapt Mon Web. Du coup, question simple pour rentrer dans le fond de ton sujet, c'est quoi le problème avec Internet aujourd'hui ? Aujourd'hui, le problème avec Internet, c'est que 70% des sites web ne sont pas accessibles pour des personnes en situation de handicap. Quand on parle de handicap, on a souvent tendance à penser personne tétraplégique ou en fauteuil roulant. Or, aujourd'hui, une personne en situation de handicap, c'est souvent des handicaps invisibles, tels qu'une déficience visuelle avec une DMLA, une cataracte ou alors un trouble cognitif comme la dyslexie. Donc aujourd'hui, notre but et notre mission au sein d'Adapt Mon Web, c'est de travailler sur l'accessibilité des contenus pour permettre à ces personnes d'avoir un meilleur accès à l'information en ligne. Alors Marion, comme dans chaque épisode, notre invité pose une question à sa sista. Et Jonathan, il voulait savoir quel était ton rêve avec cette aventure. Alors mon rêve avec cette aventure, c'est vraiment de travailler sur l'accessibilité pour tous, qu'on ait une société plus inclusive, tournée vers l'autre. Et du coup, c'est pour ça aussi que je me suis lancée dans l'entrepreneuriat social. Mais vraiment, mon rêve, ça serait de pouvoir rendre le web accessible à tous et que ça devienne finalement un standard de lecture et que tout le monde puisse paramétrer son confort de lecture en ligne.
que ce soit sur des sites web ou même demain sur sa liseuse, sur des documents, vraiment devenir finalement le standard du confort de lecture pour des personnes en situation de handicap, mais pas que, parce que finalement ça peut aussi servir à tout un chacun dans la construction de la conception universelle. Et qu'est-ce qui manque du coup pour arriver à ce rêve ultime ? Il manque pas mal de choses. Aujourd'hui, c'est assez paradoxal parce qu'avec la crise qu'on vient de vivre, tout le monde se rend compte de la nécessité de rendre son contenu en ligne accessible, surtout après des périodes de confinement. En revanche, malheureusement, c'est pas vraiment une priorité. Donc moi, j'ai encore un gros travail d'évangélisation sur le sujet. Donc je pense qu'il manque un petit peu de l'intérêt de la part des grands comptes et des éditeurs de sites web. Mais en tout cas, on est sur la bonne voie et moi, je suis d'un tempérament optimiste. Donc je pense qu'on tend vers un sujet d'accessibilité pour tous et d'inclusion numérique. Eh bien, merci Marion pour cette initiative et pour ton temps pour cette interview. Et on te dit à très bientôt pour prendre des nouvelles de Adapte mon web. Merci Solène. À bientôt. À bientôt. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazan.